Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut Laïma, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, contente de te recevoir aujourd'hui. Vraiment contente d'être là aussi. Est-ce que tu veux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Absolument. Donc, comment je pourrais dire ça? Parce que je fais quand même beaucoup de choses. Je suis journaliste, chroniqueuse, animatrice depuis à peu près 8 ans. Là, je suis journaliste indépendante. Donc, je travaille pour plusieurs médias. Donc, Elle Québec, Véro, Urbania aussi. Et je travaille beaucoup avec le Club Sexu aussi, qui est un média qui fait la promotion de la sexualité positive, décomplexée. Et j'anime le podcast qui s'appelle À quoi tu jouis? Donc, c'est ça, je m'exprime. Très bonne d'ailleurs. Merci. Mais avec Justin, c'est vraiment on dit que c'est notre bébé, là, c'est notre projet de cœur. On met beaucoup, beaucoup d'amour dans ce projet-là. Donc, on est content quand ça arrive. Oui, puis c'est disponible sur toutes les plateformes, puis sur le site du Club Sexu aussi. Donc, c'est ça, je m'exprime sur toutes sortes de sujets très liés à la société, l'intimité, la sexualité. Oui, puis tu abordes beaucoup de sujets féministes. Oui. Puis là, je me demandais comment ça se passait dans les médias. Est-ce que on va te chercher pour couvrir un sujet qui a déjà été choisi en pensant à toi parce que tu en parles vraiment bien, ou c'est toi qui propose des sujets comme ça? Comment ça se passe? C'est vraiment les deux. Ça dépend beaucoup, en fait, d'un média à l'autre, puis d'une fois à l'autre aussi. Donc, par exemple, pour le Elle Québec, quand c'est des entrevues, parce que c'est ça, moi, j'avais un rêve d'adolescence, c'était de faire les entrevues de la personnalité en couverture. OK. Quand j'étais ado, j'étais chez le dentiste, puis je feuilletais les revues, puis je me disais, comment on fait pour écrire dans les magazines? Donc, en tout cas, j'ai réalisé ce rêve-là, parce que je fais beaucoup les entrevues de couverture depuis 2 ans à peu près. Mais ça, c'est des commandes. C'est Elle Québec qui a déjà choisi une personnalité qui va apparaître en couverture et on me demande de faire l'entrevue. Ouais. Même chose pour le Véro aussi, c'est souvent des commandes. Par contre, pour un média comme Urbania, même Club Sexu, là, c'est moi qui propose des sujets. Club Sexu, c'est les deux, je dirais. Là. Donc, c'est plus un dialogue. Mais pour des médias comme Urbania, par exemple, c'est moi qui vais arriver avec un sujet genre « j'ai vu ça passer, ça m'intéresse, je pense qu'on pourrait en parler de cette manière-là ». Même chose avec les chroniques radio aussi, puisque je fais des chroniques à Radio-Canada puis au 98.5 aussi un petit peu. Là, ça va être souvent moi plutôt qui vais proposer quelque chose qui m'intéresse puis dont j'aimerais parler puis que je pense que ce sujet-là mérite d'avoir une attention médiatique puis que je pense que j'ai quelque chose à dire sur le sujet. Donc, il n'y a pas de règle, c'est vraiment les deux. Ça fait partie de la vie, là, c'est ça, c'est complexe, c'est pas juste une réponse. C'est ça, simpliste. Exact. Puis, ça t'est déjà arrivé de proposer un sujet, puis là, l'éditeur ou t'es pas chaud à l'idée? Tout le temps. Tout le temps? Comment tu réagis dans ce temps-là? Il faut bien réagir. Il n'y a pas le choix. Mais je trouve ça intéressant que tu me poses cette question-là parce que les gens, des fois, savent pas à quel point un métier comme chroniqueur, comme journaliste, c'est tellement de refus constamment, en fait. Des fois, pour un sujet qui va se retrouver en ondes ou un sujet qui va se retrouver dans une revue, il y a peut-être eu 4, 5, 6 refus avant d'arriver à un sujet. Je pensais que tu allais me dire comme c'est une exception, puis ça m'est arrivé. OK, je pensais pas tant que ça, parce que des fois, c'est pas nécessairement que les sujets sont pas bons ou pas intéressants, mais des fois, il y a quelqu'un d'autre qui en a parlé, ou il y a un autre média qui en a parlé la même semaine, ou non, ça recoupe trop quelque chose. Des fois, il y a toutes sortes de raisons qui fait que les sujets ne se rendront pas nécessairement à être produit, là, que ce soit à la radio, à la télé ou... Donc oui, ça arrive régulièrement. Donc là, est-ce que je comprends que dans ce temps-là, tu fais juste comme complètement changer de sujet ou tu changes l'angle, la façon d'en parler? Ça dépend aussi. C'est vrai que j'ai déjà proposé des reportages, par exemple, dans un média comme Urbania, là, c'est un exemple, mais ça pourrait être autre chose. Puis qu'on me dise, non, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais moi, je sais que c'est une bonne idée. Je le sens dans mon corps qu'il faut qu'on parle de ce sujet-là. Donc oui, bien sûr que ça m'arrive de reproposer en changeant peut-être un petit peu ou en essayant de convaincre la personne qui me donne le oui ou le non que ce sujet-là mérite une attention. Puis moi, je te dirais qu'une des choses que j'aime le plus dans mon travail, c'est quand on m'a dit non une première fois.
là, j'ai réussi à convaincre la personne en disant « Hey, je pense vraiment que c'est une bonne idée. » Et là, la personne me répond « OK, ben, je vais te faire confiance. Tu sais, on va y aller. » Le reportage se fait et la personne après revient vers moi en disant « T'avais raison. » Oh, oui. T'avais raison, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas réalisé que c'était un sujet qui méritait qu'on s'y attarde, disons. De par l'angle que Ouais. tu l'abordes aussi, Ouais. là, ça doit tout changer. Là, as-tu des exemples de sujets qui avaient une belle répercussion? Ouais. Un sujet où ça s'est produit, ça, disons? Oui, ou un article ou des exemples. Oui. Récemment, j'ai fait une entrevue avec Vanessa Pilon. Oui. Qui est une animatrice qui est très active sur les réseaux sociaux aussi. Puis elle, au début de l'année 2024, elle s'est lancée dans une année sans maquillage. Elle a décidé qu'elle se passait complètement de maquillage, même sur les plateaux télé, même vraiment partout, les galas, elle portait aucun maquillage. Moi, j'ai vu ça passer au début de l'année, puis je me suis dit, quel sujet fascinant. C'est sûr que je vais vouloir en parler à un moment donné dans l'année, mais je me suis dit, je vais peut-être laisser passer quelques mois, comme ça, quand je vais la rencontrer, elle va avoir vécu un petit peu l'expérience, puis elle va avoir peut-être une réflexion un petit peu plus aboutie sur ce que ça représente vraiment. Fait que finalement, je l'ai rencontrée au début de l'automne. Puis pour ce sujet-là, chez Urbania, on m'avait pas dit non, mais j'ai senti que c'était comme « Ah, OK, tu veux faire ça sur quelqu'un qui porte pas de maquillage. » Et finalement, l'entrevue, moi, je l'ai trouvée vraiment passionnante. J'ai eu beaucoup de super bons commentaires. Puis il y a une de mes patronnes chez Urbania qui m'a écrit un message puis qui m'a dit « J'aurais pris 1 heure de cette conversation-là parce que j'avais pas réalisé tout ce que ce sujet-là pouvait cacher. » Oui, le message derrière, ouais. C'est ça. J'aime beaucoup proposer des sujets qui ont l'air superficiels ou qui ont l'air pas nécessairement si profonds que ça, puis faire ressortir toute la profondeur de ces sujets-là, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire puis qui représente un petit peu mon approche aussi. Pas tout le temps, mais des fois. Oui, quand même. Ouais. Puis là, tu m'as donné 2 exemples comme pour tes employeurs. Est-ce que tu as la répercussion aussi des lecteurs, auditeurs? Oui. Mm-hmm. Ben oui, il y a un sujet en particulier qui me vient en tête. Ça doit faire peut-être 2 ans, je dirais. Je me suis intéressée à la manière dont les femmes vivaient l'apprentissage de la conduite automobile. OK, ça a l'air, encore une fois, les gens font comme « Non, mais d'abord, il faut penser à ce sujet-là. Là. Oui. Fait que, OK. Ben, je peux te raconter un petit peu l'histoire. C'est que moi, j'ai pas de permis de conduire. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu m'as amené ici aussi aujourd'hui. Mais j'ai presque mon permis. Là. Okay. Ça s'en vient. Mais ça fait 10 ans à peu près que j'essaie d'avoir mon permis. Puis c'est vraiment difficile pour moi. Puis j'étais sur un groupe Facebook de femmes qui n'ont pas de permis de conduire à l'âge adulte. OK. Puis qui se donnaient des trucs genre cette école, elle est bien, ou cet instructeur-là, il est bien, tu pourrais peut-être... Qui s'entraidaient, en fait, pour apprendre à conduire. Parce qu'apprendre à conduire à l'âge adulte, c'est vraiment compliqué, là, pour vraiment beaucoup de raisons. Puis, en lisant les échanges sur le groupe Facebook, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui racontaient qu'une des raisons pour lesquelles elles n'avaient pas encore leur permis de conduire, c'est qu'elles avaient eu des mauvaises expériences avec des instructeurs quand elles étaient ados. Puis quand je dis mauvaise expérience, il y avait des expériences du genre des profs vraiment pas pédagogues, des profs super impatients, mais aussi un peu de harcèlement sexuel. OK. Parce que tu es dans un cubicle, dans une voiture fermée. C'est ça, exactement. Puis là, je parle pas nécessairement d'agression. Des fois, il y en a eu, là, mais ça pouvait être des commentaires, puis allant jusqu'à une main sur la cuisse. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient lâché à cause de ça. OK. Puis qui n'avaient pas leur permis de conduire, puis certaines avaient des enfants, certaines... C'est bon. Fait que là, je me suis dit, haha, il y a un sujet là. Ouais. Donc, j'ai rencontré des femmes qui ont vécu des expériences comme ça, puis j'en ai fait un premier article et j'ai jamais reçu autant de commentaires de toute ma carrière, si on veut. Ça parlait, il y a tellement de femmes là, qui avaient vécu des expériences de ce genre-là, ça m'a sidérée. Puis en fait, dans les témoignages que j'ai reçus après la publication de l'article, les histoires allaient encore plus loin que ce que j'avais recueilli dans mon article. Fait que là, j'avais fait un 2e article. Ça, c'était sur Urbania, là, c'est encore en ligne. Puis ça doit faire 2-3 ans, puis je reçois encore des commentaires à ce jour.
parce que personne en avait parlé avant. Puis c'est ça, il faut oser parler des sujets pour que ça devienne... Parce que probablement que ces femmes-là qui t'ont écrit, ben elles n'avaient jamais osé en parler même à leur entourage parce qu'il y a toute la honte qui vient avec ça. Penser que c'est peut-être de ma faute, Totalement. je suis pas assez bonne. Fait que le fait d'en parler puis de dire, ben non, c'est une situation qui arrive. C'est ça. Beaucoup d'autres personnes. Exact. Puis ça va même plus loin. En fait, ce que les femmes me disaient, c'est « Ah, je pensais que c'est juste moi qui avait vécu ça. » Exact. Je pensais que ça m'était arrivé à moi. Je pensais que c'était juste une anecdote. Mais là, le fait de voir cette espèce de pluralité de voix de femmes qui avaient vécu des expériences similaires, on dirait que là, tout d'un coup, les femmes se rendaient compte qu'elles n'étaient pas toutes seules puis qu'il y avait peut-être quelque chose de systémique là-dedans. C'est un mot un peu à la mode, mais c'est quand même ça. Il y a quelque chose qui se produit puis les répercussions sont quand même concrètes, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas de permis de conduire. Tu sais. Ouais. Donc, puis ça a un impact sur la vie et tout, là. Ben oui. Puis là, en mai dernier, tu as écrit un article, Révolution menstruation, qui est un sujet très peu populaire, en fait, de ma perception, de ce que je constate. Est-ce que pour les personnes qui ne l'auraient pas lu, veux-tu nous dire un peu les grandes lignes de quoi ça parlait? Oui, tout à fait. Ben, tu vois, ça, c'était une commande. C'est pas mon idée. Okay. C'est Laurie Dupont du Elle Québec, qui est la chef de contenu culture et société, qui m'est arrivée avec cette idée-là. Laurie, qui est une femme qui n'a pas peur de briser les tabous, qui aime briser les tabous, qui a envie qu'on parle de ce genre de sujet-là dans les médias. Donc, elle est venue vers moi puis elle m'a dit hey, je pense vraiment que ça serait cool de faire un article sur l'état des lieux en 2024 de l'univers des menstruations. Donc là, on a brainstormé ensemble puis on en est arrivé à un article qui parle à la fois de où est-ce qu'on en est en matière de menstruation d'un point de vue écologique, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue inclusion. C'est quoi les options qui s'offrent à nous? C'est quoi le langage qu'on emploie aujourd'hui? Donc, c'est vraiment un article sous forme de plusieurs entrevues. Donc, j'ai parlé avec autant des gens qui travaillent dans l'industrie des produits menstruels. J'ai parlé aussi avec une personne qui offre des congés menstruels au travail. J'ai parlé aussi avec Catherine Fournier, qui est la mairesse de Longueuil, qui, elle, croit énormément aux possibilités de briser les tabous qui entourent les menstruations, qui veut en parler, qui croit aussi beaucoup à l'équité menstruelle. Donc, c'est ça, c'était vraiment à la fois parler des menstruations dans les choix qu'on fait sur comment on les gère au quotidien, mais aussi comment on les gère au travail puis comment on les gère dans les municipalités. C'est ça, puis comment c'est perçu. Puis là, un point que tu dis, c'est comment en parler. Puis tu sais, les activistes me parlent souvent de l'importance du choix des mots. Exemple, parler plus de produits menstruels versus de protection menstruelle pour essayer de briser un peu là, cette stigmatisation-là liée aux menstruations, que c'est sale, que c'est pas correct. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est important ou le ton va plus venir, la façon d'en parler va plutôt combler là, ce respect-là face à ces menstruations? Ben, moi, je crois quand même beaucoup au pouvoir des mots. C'est mon travail, donc je serais bien mal placée pour dire que les mots n'ont pas d'importance pour moi. Mais c'est intéressant parce que c'est dans le cadre de cet article-là que j'ai entendu ça, mon si. J'en avais peut-être entendu parler ici et là, mais c'est vrai qu'au travers des entrevues que j'ai faites, il y a des gens qui m'ont parlé de ça, genre... protection, ça veut dire qu'il faut se protéger de quelque chose. Hygiénique, ça sous-entend que c'est sale. Puis là, j'ai fait, OK. Fait que j'ai essayé de l'appliquer dans l'article. Donc, moi, ma réponse, ce serait pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas changer notre langage si ça peut avoir une influence sur la façon dont on perçoit le phénomène des menstruations? Puis, on a parlé aussi, au travers de ces entrevues-là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui emploient le mot « personne qui a des menstruations »,« personne avec un vagin », plutôt que « femme », pour être justement plus inclusif puis s'assurer que toutes les personnes qui ont des menstruations se sentent représentées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est compliqué puis qui trouvent que ça n'a pas lieu d'être. Mais moi, j'ai envie de dire que de changer un mot, c'est un moindre effort pour le fait de savoir qu'il y a des gens qui se sentent peut-être plus représentés finalement dans cette conversation-là. Donc,
why not? Ben oui, puis de toute façon, là, les femmes, c'est pas toutes les femmes qui sont menstruées. Puis même si tu es en âge, entre guillemets, là, d'être menstruée, tu peux avoir un stérilet qui fait en sorte que tu n'as plus de menstruation, un implant. Donc, tu sais, il y a plein de facteurs que, ben, tu sais, là, on parle des personnes qui sont menstruées, puis c'est tout, là. Exact. Pas besoin de faire une polémique face à ça. Ça enlève rien à personne. Exactement, ouais. Puis, as-tu eu des répercussions, des témoignages après cet article-là, la publication, soit des lectrices, lecteurs ou patrons, etc.? Ouais, ben, je dirais que la majorité des commentaires sont venus des gens du milieu qui travaillent dans le milieu des menstruations. OK. En fait, ça a été un article dont j'ai senti les répercussions chez toi, justement. Oui. Mais aussi chez l'équipe de Madame Levary, chez l'équipe de Iris et Arlo, chez Aura Protection, qui étaient des gens qui étaient cités dans l'article. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça super de sentir que cet article-là faisait pas plaisir, mais ça a créé beaucoup de joie, je pense, dans l'industrie. Puis on dirait que ça m'a fait réaliser que, je le savais, mais on dirait que ça m'a fait réaliser encore plus concrètement qu'il y a plein de monde qui travaille super fort pour le changer, ce discours-là. Donc oui, j'ai eu quelques commentaires de lectrices, mais c'est vraiment dans l'industrie des produits menstruels que ça a résonné fort, je pense. Mais c'est ça, c'est peut-être parce que le fait qu'on en parle tellement peu, que quand il y a quelqu'un qui en parle ouvertement, on a le « oui, bravo ». Mais oui, c'est ça. Puis je l'ai vu sur Instagram beaucoup, l'article était repartagé, il y a des gens qui ont fait des mises en scène avec la revue, là, carrément, tu sais, puis qui ont pris des photos, puis qui se taguaient, puis qui disaient « enfin, un bel article », tu sais, c'est ça, je pense que ça a eu un impact positif à ce niveau-là, fait que je suis vraiment contente de ça. Puis tu l'as vraiment bien amené, là, bravo, félicitations. Ah, c'est gentil. Tu aurais pu juste faire, OK, ouais, parlons-en, mais tu sais, pas trop. Là, tu sais, c'était bien élaboré, puis ta vision aussi, là, était bien partagée. Puis comment tu penses qu'on devrait parler de menstruation? Est-ce que tu penses qu'on devrait plus en parler ou seulement, parce que dans le fond, c'était un article du L-Québec qui était au mois de mai, le mois de mai, donc le 28 mai, qui est la journée internationale de l'équité menstruelle. Est-ce que tu penses qu'on devrait plutôt réserver ça autour de cette période-là ou on devrait en parler comme plus souvent? Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, je pense qu'on devrait en parler plus souvent. Je pense que c'est vraiment cool d'avoir une journée parce que ça attire, tu sais, ne serait-ce que juste une attention médiatique sur le sujet. Puis là, à ce moment-là, ben là, cool, tu sais, tout le monde partage des choses sur Instagram. Je trouve que ça a du bon, ce genre de journée-là, mais je ne vois pas pourquoi un phénomène que la moitié de la population va vivre pendant plusieurs années de sa vie, 50% des gens vivent. Pourquoi on devrait en parler juste une journée? Pour moi, ça n'a aucun sens, en fait. Ça aurait aucun sens de ne pas en parler régulièrement, puis pas juste dans des contextes de reportages ou d'articles sur le sujet. Je trouve que c'est un sujet qui devrait ruisseler partout, en fait. As-tu des exemples en tête? Ben oui, le travail, par exemple. Tu sais, je trouve que dans l'article, justement, du L-Québec, j'avais vraiment envie qu'on parle des menstruations au travail. Oui, parce qu'on le vit, maudit qu'on le vit. Oui. Je veux dire, on va travailler avec nos règles. En fait, ben là, je sais qu'il y a de plus en plus de discussions sur les congés menstruels, mais je veux dire, on va travailler avec nos règles. On fait tout avec nos règles. Dans la vie, il y a à peu près rien qu'on fait pas sans nos règles. Donc, je trouve que le travail, c'est un exemple. Les municipalités aussi, je trouve ça super. Ben, je trouve que Catherine Fournier, pour moi, c'est la politicienne qui incarne le mieux ou qui incarne vraiment très bien cette cause-là, parce que moi, j'adore m'imaginer Catherine Fournier à l'Assemblée nationale, jeune femme de 20 ans qui parle à des bons monsieur boomers, qui est comme, on va parler de menstruation. Je suis comme, yes! Ouais. Mais oui, pourquoi pas, en fait? Puis c'est ça, Catherine Fournier a emboîté le pas avec la Ville de Longueuil pour offrir des subventions pour que les gens puissent faire l'acquisition de produits menstruels réutilisables. Ouais. Il y a plein de municipalités qui le font, mais Catherine Fournier l'a incarné pas mal dans les médias. Puis elle disait le fait d'avoir posé cette action-là à la demande de beaucoup de citoyennes, ça fait qu'on en a parlé
de manière municipale, justement, dans les médias, genre la ville de Longueuil propose ça, ben là, tout d'un coup, on est comme peut-être dans la section politique, mais on parle de menstruation. Je trouve ça trop bien. Ben oui, tellement, là. Puis, tu sais, c'est plus on en parle, plus ça va devenir un sujet normal, puis il n'y aura plus cette espèce de, comme, quoi, une jeune fille de 20 ans va en parler à des messieurs. Bon, tu sais, ça va être plus accepté, là. Mais il y a quand même plusieurs personnes qui trouvent que c'est un sujet qui devrait être seulement parlé entre femmes, dans l'intimité. Qu'est-ce que tu répondras à ces personnes-là? Oh mon Dieu! Tellement d'affaires! Ben, je leur répondrais qu'il faudrait qu'ils réalisent que ça les concerne aussi, en fait. Puis, moi, c'est sûr que je considère qu'il y a plein de sujets privés qui méritent d'être discutés dans l'espace public. C'est un de mes buts dans la vie, c'est une de mes missions, une des missions que je me donne, c'est de trouver des façons de parler des sujets intimes de manière publique. Puis ça veut pas dire que je pense qu'il faut parler de n'importe quoi, n'importe comment, puis qu'il y a plus d'intimité, puis qu'il y a plus de pudeur. C'est pas ça du tout. Mais un sujet comme ça a tellement de répercussions dans la vie de tout le monde que je vois pas pourquoi ça devrait être discuté de manière privée. Puis je pense que le fait d'amener ces sujets-là dans l'espace public, comme tu disais tout à l'heure, ça les normalise, ces sujets-là. Et probablement aussi que ça enlève une honte, ça enlève une espèce de pression à devoir cacher. En fait, il y a rien dans les menstruations qui devrait être caché. Puis ça veut absolument pas dire que... on veut, je sais pas, arriver dans un souper de famille, quoique, ou, tu sais, arriver dans un souper de famille puis parler, ah, ben là, je menstrue. Mais, tu sais, moi, c'est mon cas, là. Mais... Oui, mais aussi. Moi, c'est mon cas. Mais chaque personne, après ça, peut respecter ses propres limites puis les limites des autres, là. Je pense qu'il faut quand même respecter certains décorums, là. Mais je vois pas pourquoi on devrait avoir l'obligation de cacher. Exactement. Même son produit menstruel aussi, on en parlait tantôt, là, quand on était éduqués, on mettait le tampon dans un porte-brosse à dents. Au secondaire. C'est ça, pour s'assurer que les autres voient. Tu sais, juste pas... Si ta famille n'est pas à l'aise d'en parler, ben pas obligé d'arriver. Hey, je suis menstruée, là. Mais au moins de ne pas être gênée pendant le souper, d'aller dans ta sacoche, prendre ton produit si tu en as besoin. Puis, Mais tu sais que moi, c'est un sujet que j'ai vraiment détabouisé avec ma grand-mère. Oh, bravo! Ben comment t'as fait ça? Elle est décédée aujourd'hui, ma grand-mère, mais ma grand-mère, c'était une femme née en France dans les années, à la fin des années 20, une madame de son temps, évidemment, mais qui avait quand même une envie d'ouverture. Puis je pense que quand j'ai commencé dans les médias, je parlais beaucoup de sexualité, je sentais qu'elle était comme « Ah, OK, parle de sexe. Mais qu'est-ce que tu dis, en fait? » Je sentais qu'il y avait une petite curiosité. Puis moi, là, je fais comme un genre de détour, mais l'espèce d'habitude que j'ai eue de parler plus ouvertement de mes menstruations, c'est venu de la douleur. OK. Puis je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se reconnaître là-dedans, mais moi, c'est moins maintenant, mais ça a été tellement handicapant dans ma vie qu'à un moment donné, j'ai pas eu le choix d'expliquer pourquoi il fallait que je manque une journée de travail par mois. OK. Ou pourquoi est-ce que... pendant le souper, genre, je vais avoir ma bouillotte, tu sais, parce que ça, je pouvais comme plus, en fait, je pouvais pas le cacher, j'ai jamais pu la cacher, cette douleur-là. Puis donc, c'est ça, de fil en aiguille, on dirait qu'avec ma grand-mère, au lieu de dire j'ai mal au ventre, j'ai une indigestion, j'ai mal à la tête, j'étais comme, non, je suis en SPM, j'ai mal aux ovaires, à mort. Genre, j'ai l'impression qu'il y a des requins, genre, qui me bouffent l'utérus avec des dents de feu et de lave, genre. Mais là, c'était, non, tu sais, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre. Puis on dirait que de fil en aiguille, je parlais beaucoup plus ouvertement dans ma famille de menstruation. Puis ma grand-mère, à la fin, était comme, ah, tu sais, nous, on en parlait moins, mais je trouve ça bien que t'en parles. Tu sais, je trouvais, elle voyait
le positif, mettons, de parler plus ouvertement de ces sujets-là, finalement, ouais. Ben, tu sais, dans le fond, c'est l'effet d'entraînement positif. Quand tu vois une personne en parler librement, sans tabou, là, c'est OK, ben peut-être que maintenant, c'est un sujet accepté. Puis, OK, moi aussi, je vais en parler. Tu sais, peut-être que là, c'est ta grand-mère, j'imagine qu'elle avait plus ses menstruations, là, mais mettons une amie ou, tu sais, qui serait plus gênée d'en parler. Mais le fait de te voir, elle va trouver ça inspirant. Puis, c'est comme ça qu'on va en venir au fait qu'il n'y aura plus nécessairement de stigmatisation. Penses-tu que les médias aussi, le fait d'en parler plus souvent, ça peut aider à la stigmatisation? T'sais, on parle des petites jokes. Là. Voyons, à toutes les fois qu'il y a une fille un peu indignée ou qui s'affirme, voyons, t'es-tu SPM? T'es-tu dans ta semaine, t'es-tu SPM? Je parle pas de l'humour bien fait, là, je parle des petites blagues un peu rabaissantes. Là. Est-ce que tu penses que ça peut aider d'en parler dans les médias? Mais tellement. Puis c'est une grosse question. Là. J'ai l'impression qu'on va pouvoir décliner tout ça, mais c'est drôle parce qu'en me préparant pour aujourd'hui, je me suis souvenue qu'en 2017-2018, j'écrivais pour le blog Ton Petit Look à l'époque. Et ce blog-là est arrivé dans une... C'était un des premiers blogs, je trouve, qui parlait de sujets féminins de façon décomplexée. Puis c'était super, en fait. Je sais pas trop aujourd'hui si c'est encore leur mission, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait ça. Puis moi, je me souviens qu'un texte que j'avais fait, puis il est plus en ligne, là, j'ai essayé de le trouver. Okay. Mais, en tout cas, je l'ai pas retrouvé, mais c'était quelque chose comme... depuis que j'ai décidé d'assumer mes menstruations. C'était quelque chose comme ça. Puis là, je nommais plein d'exemples de choses que je faisais consciemment dans mon quotidien pour essayer de rendre les menstruations moins taboues dans mon entourage. Puis il y avait justement, si je suis au travail et que je dois aller changer ma serviette sanitaire ou mon tampon, pourquoi je le cache? Fait que là, je faisais l'exercice conscient de prendre mon tampon dans mon sac puis de parler à ma collègue avec le tampon dans la main. On travaillait plus entre filles aussi, quoique ça n'a pas nécessairement d'incidence. Mais c'était un milieu qui était déjà ouvert. Fait que je pense que je prêchais quand même un peu pour des convertis. Là. Je pense que je choquais personne, mais c'est quand même quelque chose que je faisais. Il y avait aussi... J'ai remarqué qu'un truc que je faisais avant, c'était si j'avais une protection jetable puis que je déballais l'emballage, je l'enroulais dans du papier de toilette pour pas qu'on voit dans la poubelle. Si la poubelle était ouverte, là, je voulais pas qu'on voit. Mais non, OK, d'un coup, il y a quelqu'un qui vient après moi, il va voir. Là, j'étais comme... Là, je parle pas de laisser un tampon plein de sang non, top, là, c'est pas ça. Tu l'enroules quand même dans l'autre emballage. Exactement. Mais là, c'était... Je vais pas faire un effort pour cacher l'emballage. Ouais. Il y avait ça. Il y avait... si je file pas une journée, je vais pas dire « Ah, je suis un peu grippée » ou « J'ai mal à la tête ». Non, si je file pas parce que j'ai mes règles, je le dis que c'est pour ça. Fait que ça, c'est les 3 exemples dont je me souviens. Là. Je pense qu'il y en avait d'autres. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment vu une différence au travail. OK. Et dans mon entourage aussi. Parce que le fait de poser ces petits gestes-là qui ont l'air super anodins, j'ai vraiment remarqué que dans mon entourage, il y a eu un espèce de mouvement, mais pas mouvement, là, puis je parle pas d'une révolution. C'est un agent de changement, puis c'est l'effet d'entraînement. Puis... Oui, c'est l'effet d'entraînement dont tu parles. Alors, j'y crois vraiment, vraiment beaucoup. Puis, on avait eu plein de commentaires aussi. Tu me demandais si les médias peuvent avoir un impact. Ouais. Ça, c'est peut-être à petite échelle, mais pas tant que ça, parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui lisaient ça, mais là, il y en avait eu un impact. Ouais. Puis là, par curiosité, rassure-moi, cet article-là est plus en ligne parce qu'ils ont tout enlevé, les vieux articles. Là, c'est ça. Non, il n'a pas été enlevé à cause du sujet. Non. Je pense que c'est juste parce que ça fait longtemps, puis je pense qu'il y a eu genre une refonte du site, fait que c'est pour des raisons plates. Oui, non, c'est ça. En mentionnons-le. Oui, tu fais bien. Oui, tout à fait. Puis là, comment tu vois l'avenir, en fait, de comment parler dans les médias? On a dit oui, on devrait en parler, mais en même temps, pour en parler, il faut qu'il y ait quand même une nouvelle. Comment tu vois ça? Comment on devrait, ou comment tu penses qu'on devrait en parler, selon toi? Ben, j'avoue que quand un grand média, entre guillemets, sérieux, parle d'un sujet en lien avec les menstruations, je trouve qu'il y a une super belle avancée. Parce que c'est une chose de faire un podcast sur les menstruations, c'est quelque chose d'en parler dans des médias, justement, peut-être plus ouverts, plus féministes d'emblée. Mais genre, le média britannique The Guardian
eux, ils ont souvent j'ai fait une petite recherche, là. OK, oui. Puis, il avait parlé, il y a quelques années, il y a une jeune femme en Inde qui était décédée parce que elle avait pas eu le droit de dormir dans la même maison que sa famille parce qu'elle était menstruée, donc elle devait dormir à l'extérieur de la maison. Elle avait dormi comme dans la remise ou je sais pas où, puis elle était décédée. Il y a eu aussi des nouvelles un petit peu Ça, c'est pas il y a 50 ans, là. Non, 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 non. Il y a quelques années. Ouais, seulement. c'est à l'intérieur des 8 dernières années, Ouais. peut-être. Aussi des histoires atroces de jeunes femmes, peut-être pas au Canada, là, mais qui n'ont pas accès à des produits menstruels, donc ils sont obligés d'utiliser des chiffons ou même des Une personne sur végétaux. 5 au moins, là, au Canada. Là. C'est ça, exact. Ben, des gens qui sont, des jeunes personnes qui ont leurs règles qui sont décédées à cause de ça parce que ça a causé des infections. Mais ça, je trouve ça vraiment super quand les médias parlent de ça. Après ça, là, c'est sûr que c'est des nouvelles un petit peu plus négatives pour parler du sujet. Mais récemment aussi, il y a eu, je sais pas si tu te souviens, récemment, ils ont fait une étude sur le fait que les serviettes sanitaires n'étaient jamais testées avec du vrai sang. Oui. Qu'on les testait avec de l'eau. Oui, en 2023, la première avec du sang. Puis même pas du sang menstruel. Là. Juste du sang. Ouais. C'est pas la même affaire, on s'entend, parce que les fluides menstruels, il y a plein de tissus dedans. Tu sais, il y avait des petits caillots. Ça a plus de texture qu'un verre d'eau du robinet. Oui, exact. Au moins, c'est ça. Au moins, c'est du sang maintenant. Oui, c'est ça. Mais tu vois, ça, je trouvais ça vraiment super. Qu'il y a des médias dits sérieux, qui ont une belle crédibilité, puis qui parlent de politique internationale, puis d'économie, avec des experts réputés à travers le monde, s'intéressent à ce genre de sujet-là. Je trouve ça génial. Puis c'est pas dans la section genre femmes ou la section, tu sais, je pense qu'il y a de ça. Oui, la section innovation. Exact. Ou est-ce que c'est justement c'est adressé à monsieur, madame, tout le monde. C'est ça, qu'on en parle, exact, parce que ça montre que c'est pas un sujet de femme, un sujet de bonne femme, un sujet de madame. T'sais, non, c'est des sujets qui concernent tout le monde. Puis on rencontre les experts qui vont nous expliquer vraiment les tenants et aboutissants de cette affaire-là, puis ça concerne tout le monde. Ça, je trouve que c'est une super belle avancée de sortir ces sujets-là de la section féminin, genre. Oui. Puis, dans les dernières années, as-tu vu d'autres articles aussi comme ça intéressants qui t'ont marqué? Vraiment. Ouais. Je suis tombée, c'est ça, on dirait que j'étais comme en préparation de l'épisode, j'ai fait comme une recherche, puis je suis tombée sur un article de Urbania de 2019, parce que, je sais pas si tu te souviens, il y a le maire de Saint-Barnabé en 2019 qui avait dit dans les médias, une femme qui a ses menstruations ne peut pas prendre de décision éclairée. OK. Il avait dit ça, le bonhomme, OK? Et là, Urbania... Ça fait pas longtemps, là. 2005. Oui, c'est ça. Ça fait comme 5 ans, tu sais. Puis, ouais, on n'est pas dans les années 40, là. Non. Et Urbania, média quand même assez provocateur, avait répondu à ça de manière un petit peu baveuse en faisant une liste, juste une liste. L'article est encore en ligne. Voici toutes les choses que les femmes sont capables de faire de façon éclairée pendant qu'elles ont leurs règles. C'est juste une super longue liste d'affaires, genre l'idée une équipe, diriger un pays, aller porter du linge aux Renaissance, donner le bain aux enfants, manger un bol de céréales. Tu sais, c'est juste des choses du genre être la présidente d'un pays ou être la première ministre d'un pays jusqu'à comme manger un sac de chips pour souper. Là. Tu sais, c'était vraiment plein d'affaires. Puis je trouvais ça super intéressant. Je trouvais que ça montrait le ridicule, en fait, de cette affaire-là. Je trouvais que c'était une super belle réponse. Là, clairement. Puis, tu sais, quand ça vient justement d'un maire, ben il y a beaucoup de personnes qui un peu vénèrent ces personnes-là, puis qui disent, ben oui, telle personne a dit, ben je vais continuer de penser comme ça. Puis là, on rentre pas dans le masculinisme, etc. Là, mais non, c'est ça. Mais en même temps, ça montre que c'est important d'avoir des femmes en position de pouvoir. Oui. Justement, balancer. Comme une Catherine Fournier, par exemple. Tu sais. Le fait qu'elle est une jeune femme avec des idéaux féministes, ben elle a eu peut-être le courage, mais même elle a senti un espace pour aborder ces sujets-là à l'Assemblée nationale puis dans sa municipalité. Fait que ça montre que c'est ça que... On peut pas juste être dirigé par des messieurs blancs. Et aussi, il faut avoir différentes perceptions. C'est ça. Je pense que ça amène beaucoup là, cette diversité-là. Puis on peut pas
juste laissé passer. Puis bravo à Urbania d'avoir rebondi là-dessus. Là. C'était gutsy, ouais. C'est probablement pas les mêmes personnes qui suivent ce marre-là qui lisent Urbania. Non. Mais quand même, c'est un beau clin d'œil. Ouais. Puis une autre mention que j'avais envie de faire, c'est l'animateur et chroniqueur Mickey Guerrier. Oui. Qu'on connaît comme chroniqueur sportif, mais il parle de plein d'autres affaires aussi. Puis l'année dernière, il faisait des reportages à une émission qui s'appelle l'Émission Possible. Okay. Puis les 3 animateurs, ils se donnaient toutes sortes de défis. Là. Ils faisaient des trucs là, pour parler de sujets sociaux, mais ils essayaient des choses. Et Mickey, il a essayé les simulateurs de crampes menstruelles. OK. Et c'était vraiment intéressant de l'écouter parce que il l'a essayé, tu sais, fait qu'il est allé faire son jogging, tu sais, puis tu vois là qu'il y a des sueurs froides, il y a le souffle court. Pas à cause du jogging. Là. non, pas à cause du jogging. Vraiment à cause des crampes. Vraiment. Ouais. Puis après ça, tu sais, il a débriefé sur son expérience, puis je l'ai interviewé au podcast du Club Sexu, puis il l'a dit à plusieurs reprises, mais il a dit avec vraiment beaucoup d'humilité, je pensais que j'en savais beaucoup sur les menstruations, puis finalement, pas tant. Pas tant que ça. Puis j'ai trouvé que c'est ça, que c'était une belle preuve d'humilité, puis qu'il s'était placé dans une belle posture d'écoute, en fait, parce que après ça, il en a discuté avec des femmes, puis le fait de le vivre, je pense qu'il a catché de quoi, tu sais, puis il a fait OK, vous allez au travail, vous allez chercher les enfants à la garderie, vous allez au sport, vous faites tout, en fait, ce que vous devez faire dans votre quotidien avec cette douleur-là. Mmh. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant aussi d'entendre parler de menstruation par un homme. Ouais, une personne qui l'est pas, mais qui a quand même développé une empathie. C'est ça. De reconnaître qu'avant d'expérimenter, en guillemets, il avait moins. Puis là, finalement, mais ça change les choses parce qu'il y en a beaucoup qui font comme mais là, c'est correct. Là, moi aussi, des fois, j'ai mal. Moi aussi, des fois, je me suis fait mal au poignet puis je travaille pareil. Mais c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Ben non, c'est ça. Puis là, on en arrive justement au sujet de l'éducation, tu sais. Ouais. Je pense que c'est super important. Puis ça, c'est peut-être quelque chose que les médias peuvent faire aussi, c'est informer, éduquer, puis expliquer aussi juste biologiquement comment ça fonctionne, les menstruations, parce qu'on le sait qu'en ce moment, dans les écoles, l'éducation sexuelle, c'est pas ce que ça devrait être, mettons. Puis les petits gars du secondaire mériteraient de savoir comment ça marche, les menstruations. C'est quoi un cycle menstruel? Ouais. Comment ça fonctionne, parce que ça les concerne aussi. Tu sais, je veux dire, ces gens-là sont nés parce qu'il y a eu un cycle menstruel, comme on se disait dans la voiture en s'en venant tout à l'heure. Et aussi, même si c'est des hommes gays, et qui n'ont pas de blonde, là, je veux dire, ils vont quand même côtoyer des femmes au travail, dans leur famille, dans leur cercle d'amis. Je veux dire, on est tous et toutes entourés de personnes qui ont leurs règles, finalement. Donc, le fait de s'informer puis de comprendre comment ça marche, selon moi, ça peut apporter beaucoup d'empathie. Ouais. Et ça va normaliser ce sujet-là aussi. Puis beaucoup de gens vont peut-être arrêter de se dire que c'est juste un sujet privé, justement, parce que ça l'est pas. Ben oui, mais souhaitons-le. Puis, c'est un peu pour ça qu'on fait le podcast, pour qu'on en parle, puis que ça devienne un sujet bien banal, puis que ça n'ait même plus sa raison d'être éventuellement. Oui. Mais c'est pour ça que je salue aussi, dans les dernières années, il y a une parole féminine très forte qui s'est incarnée dans les médias. Je pense à des Manal Drissi, Judith Lucier, Rosemée Automne-Témorin, qui sont des femmes. Rosemée, elle a beaucoup parlé de ses menstruations. Oui. Elle est très fière de parler de ses menstruations. Les autres femmes que j'ai nommées ont peut-être pas parlé si ouvertement de leur menstruation aussi souvent, mais cette décomplexion de la parole des femmes et des sujets féminins sur le web, dans les médias plus traditionnels, sur les réseaux sociaux, à mon avis, ça porte le sujet des menstruations, comme d'autres sujets, comme la culture du viol, comme l'intimité au sens plus large, d'autres sujets féministes et féminins. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de bon, justement, d'entendre ces femmes-là s'exprimer, être prises au sérieux, puis avoir une parole rigoureuse, mais très incarnée aussi. Oui, puis il y a ces personnes-là, mais justement, de plus en plus, il va y en avoir d'autres. Puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Là. Il y a un autre exemple aussi qui m'a marqué cet été pendant les Olympiques. Oui. J'ai trouvé ça
archi réjouissant de voir des articles qui parlaient de menstruation des athlètes féminines. Je me rappelle pas c'est l'équipe de quel pays, là, mais il y a une équipe qui expliquait qu'elles réorganisaient leurs horaires d'entraînement. C'est ça? Elles réorganisaient leurs horaires d'entraînement en fonction de leur menstruation. Et je trouvais ça, premièrement, vraiment super intéressant de voir que ces femmes-là, qui sont des athlètes professionnels, reconnaissent que elles peuvent pas performer de la même manière tout au long du mois si elles ont mal. Puis, tu sais, on le sait, là, nos cycles, ça nous fait aller... hormones, etc. Complètement. On n'a pas du tout les mêmes capacités physiques d'un moment à l'autre du mois. Puis ça, je trouvais ça super intéressant parce que là, on parlait de menstruation dans la section sport, tout d'un coup. Et c'était fait avec énormément de... C'était comme normalisé de parler de menstruation à ce moment-là. Ce qui devrait être, là, les athlètes qui ont des menstruations, ils les ont pareil, puis ils vivent avec. Là, oui, puis récemment, il y avait une coureuse aussi qui a eu ses règles pendant une course. Encore une fois, je me souviens pas de son pays, du pays duquel elle provient, mais elle est comme sur une piste de course, elle a ses règles, elle a du sang qui lui coule sur la cuisse. J'étais ravie. pas qu'elle ait ses règles, mais je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, je trouve que ça nous fait sortir de toutes ces fois-là où est-ce que les images sont censurées sur Instagram, où on veut pas voir que la personne a ses menstruations. Non, là, la fille est en compétition, elle court, elle a eu ses règles, elle a du sang. C'est ça, c'est la vie, tu sais. Oui, puis tu sais, aussi, il n'y a pas eu non plus d'opportunité, entre guillemets, de censurer. C'était une course, c'était diffusé, c'était live. Tandis que, mettons, sur Instagram, si quelqu'un va poster une photo, là, Instagram peut décider de juste censurer la photo. Là, c'est ça, ouais. Mais merci beaucoup. Puis à chaque fin d'épisode, je demande toujours à l'invité de nous raconter, si elle se souvient, comment tu as vécu tes premières menstruations. Est-ce que toi, tu t'en souviens? Je m'en souviens très bien. Oh, veux-tu nous raconter? Oui. C'est quand même anti-casting. Je précise, je viens de Montréal, OK? OK. Et j'ai eu mes premières menstruations aux Galeries de la Capitale à Québec. OK. Ça m'amuse quand même. Ma meilleure amie, à cette époque-là, sa mère vivait à Québec. Okay. J'étais allée passer un week-end à Québec avec elle. Et on est allé aux Galeries de la Capitale. Et j'ai eu mes règles dans les toilettes des Galeries de la Capitale. OK. Fait que là, t'avais rien avec toi, là? J'avais rien. Mais au moins, je savais c'était quoi. OK. Ouais. Je savais ce qui m'arrivait. Tu sais, j'ai pas eu l'impression, comme beaucoup de femmes, que j'étais en train de faire une hémorragie. Je savais ce qui m'arrivait. Fait que là, j'ai mis du papier de toilette, tu sais, dans ma petite culotte. Puis j'étais comme, oh non, oh non, oh non, oh non. Parce que moi, je voulais pas avoir mes règles. On dirait qu'à cette époque-là, je voulais pas avoir de seins. Je voulais pas avoir mes règles. Ça m'intéressait pas. Ça m'attirait peu. Très peu pour moi. Et là, j'étais... Ton amie, est-ce tu sais si elle l'était ou... Elle l'était pas. OK. Non, elle les avait pas encore. Dans l'enfance. C'est ça. Mais à cette époque-là, nous, avec cette meilleure amie-là, on faisait de la gymnastique avec quelques filles plus vieilles que nous. OK. Fait qu'il y avait des filles plus vieilles dans notre groupe de gymnastique qui avaient leurs règles, puis on était toutes en maillot dans les vestiaires, puis je me souviens qu'elles en parlaient entre elles, donc c'était je savais, tu sais. Et là, on est revenu chez la mère de mon amie, à l'ancienne Lorette. Et j'ai appelé ma mère et j'étais comme, il faut que tu viennes me chercher. Ah! Et là, ma mère est comme, c'est pas la porte, là, genre Québec. Fait que là, elle était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi, j'avais 12 ans à peu près. Okay. Elle est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, t'aimes ça, aller à Québec chez ton amie? Puis là, j'ai fini par lui dire que j'avais mes règles. Donc, elle avait parlé à la mère de mon amie qui était super aussi, tu sais, super ouverte. Elle m'avait donné une serviette, elle m'avait montré comment faire pour la coller dans le fond de ma culotte. Mais j'étais restée enfermée dans les toilettes, je pense, 3 heures. Je voulais pas sortir. Je voulais pas que ça m'arrive. J'étais dans le déni. T'exagères ou pour vrai? Non, c'est vrai. OK. Genre, il a fallu que je sorte parce que j'avais faim. Genre, c'était le souper. Mais c'est ça, je pense que ça me tentait pas. Ça me tentait pas d'être rendue là. Mais c'était pas nécessairement parce que c'était un tabou. Je pense non, mais c'est ça. C'est le côté, tu veux jouer, puis un autre invité aussi qui disait ça. Là, pas envie d'être une grande, puis une grande personne associée aux responsabilités, puis qui vient avec ça. Là, fait que, exact. Puis toi, tu voulais être avec ton ami qui l'était pas, puis que tu avais envie de jouer. Oui, exact. Mais, intéressant, merci. Puis là, ta mère, tu me disais que ça était bien ouverte. Est-ce que ta mère vous en avait parlé? Ou à toi et tes sœurs, ou c'est vraiment dans le vestiaire du gymnase, t'entendais les ma mère m'en avait parlé parce que j'avais vu le film L'été de mes 11 ans, My Girl. Okay, ouais. Et dans ce film-là, elle a ses menstruations.
Mais c'est jamais nommé que c'est ça. Mais elle, la petite fille, quand elle a ses règles, elle sait pas c'est quoi. Puis elle dit, je fais une hémorragie. Et quand j'avais vu ce film, j'étais comme, mais qu'est-ce qui lui arrive, en fait? Ouais. Puis là, c'est Jamie Lee Curtis, qui est sa belle-mère, qui y explique c'est quoi, comment on fait les bébés, puis tout. En tout cas, c'est une super belle scène, là. Je sais pas si tu as vu ce film-là, mais Oui. je l'ai revu récemment, puis c'est vraiment, Ça vraiment... fait longtemps, là, moi, par exemple, ouais. Ça vaut le coup de le réécouter. Je l'ai réécouté récemment avec mon chum, puis c'est encore un très beau film. Fait que j'étais allée voir ma mère, je sais pas, je devais peut-être avoir 9 ans, 8-9 ans peut-être, puis j'avais dit, mais qu'est-ce qu'elle a, la petite fille? Pourquoi elle pense qu'elle fait une hémorragie? Donc, ma mère m'avait expliqué OK. c'était quoi les menstruations. Puis j'avais une grande sœur aussi, puis il y avait les filles de la gymnastique quelques années plus tard qui les avaient, donc... Ben, d'où l'importance d'en parler dans les médias et dans les fictions aussi. Ouais. Parce que, tu vois, c'est ça qui a un peu amené, c'est ça, peut-être qu'il y aurait eu d'autres occasions, là. Mais, Oui. ouais, ben, merci beaucoup pour le partage. Merci à toi. Beaucoup pour avoir discuté de tout ça aujourd'hui, puis d'aborder, puis d'oser aborder les sujets féministes. On en a besoin de plus en plus. Fait que, ben, merci beaucoup, Naïma. Merci à toi, c'était vraiment le fun. Merci. Bye.